Je vais donner la parole maintenant à Philippe Bertha, qui est député, qui est aussi un professionnel de la santé, un généticien, je crois, et qui va nous expliquer quelle est la démarche des députés français aujourd'hui qui ont initié un groupe de travail qui s'appelle Covid Recherche, qui donc aujourd'hui a commencé son travail d'audition de professionnels de santé et qui va ensuite partager ses résultats. Expliquez-nous, Philippe Bertha, à quoi correspond cette démarche? Oui, merci. Bonjour à tous. Donc, en fait, je vais faire juste un petit peu d'historique sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, donc 577 députés répartis dans 8 commissions, des commissions thématiques. Moi, j'appartiens à la commission culture, éducation, enseignement supérieur, recherche et sport. Et au sein de ces commissions, nous avons donc décidé de suivre cette épopée malheureuse qui est celle du Covid-19. Et donc, se sont créés un certain nombre de missions, de groupes de travail, comme vous l'avez dit. Il y a un groupe de travail, par exemple, qui va suivre l'enseignement supérieur, un autre qui va suivre le monde scolaire, émanant de ma commission, bien sûr, un autre qui va suivre le monde associatif, l'autre qui va suivre le monde sportif. Donc, nous, on est en charge de suivre la recherche autour du SRAS-Covid-2, donc de cette pathologie Covid-19. En quoi ça consiste? C'est juste pour l'instant une mission d'information que j'espère pouvoir à terme faire évoluer en autre chose, qui a pour mission d'informer la représentation nationale, c'est-à-dire les autres députés qui n'y sont pas associés, mais aussi l'exécutif, et puis aussi alimenter en question la mission d'information qui a été mise en place autour du président de l'Assemblée nationale. Donc, notre travail pour l'instant autour de cette information, c'est un travail très classique quand on est parlementaire d'audition. Donc, nous avons établi, il est loin d'être finalisé, un programme d'audition sur déjà un bon mois, où nous allons donc auditionner dans le secteur de la recherche toutes les personnalités, toutes les structures, qu'elles soient publiques ou privées, qui nous semblent pertinentes. On a tout juste commencé, je dois l'avouer, on a commencé par auditionner la semaine dernière le professeur Florence Adler, que tout le monde a vu l'autre jour, dimanche, aux côtés du Premier ministre, qui est en charge au sein de Discovery, de la partie française des essais cliniques sur les antiviraux. On auditionne cet après-midi le président de l'INSERM, Gilles Bloch, puis ensuite on va auditionner ce soir la direction de Pasteur, auquel je demandais de faire un point sur tout ce qui est test sérologique, sur bien sûr le suivi aussi de leurs activités thérapeutiques, en particulier sur la forme des vaccins. J'ai envie de les questionner aussi, puisque je les sais impliqués sur l'impact du virus, cette fois-ci en neurologie, mais aussi probablement, on vient d'en parler, on vient de prononcer le mot de microbiote, voir un petit peu sur l'impact du virus en termes de dysbiose. Et puis la semaine prochaine, eh bien, on va enchaîner sur Didier Sicard, qui est notre ancien président du Conseil national d'éthique, qui c'est beaucoup intervenu dans la presse et pour lequel on a pu détecter que ça faisait bien longtemps qu'il avertissait, je vais juste caricaturer, ne serait-ce que sur les différentes souches de coronavirus qui circulaient dans les chauves-souris chinoises. Donc j'ai envie d'un petit peu nous avons un peu envie de l'écouter. On va écouter aussi la grande référence d'infectiologie qui est le professeur Sansonetti. On va écouter aussi bien sûr les industriels, le syndicat de l'industrie pharmaceutique, les grands comptes, les biotech. Bref, on a tout ce programme donc, de collection d'informations, de suivi, qui est juste à viser, donc je le redis, d'information. Mais quand on a accès à l'information, forcément après on s'en nourrit et puis on voit bien que sur certains domaines, tout n'a pas fonctionné de façon idéale. Je crois que de toute façon, nulle part, parce que je crois que personne n'était tout à fait prêt à une telle pandémie. Je rappelle, il faut toujours être très humble par rapport à ça, que la majorité même des acteurs, même scientifiques, parlaient encore il y a quelques semaines de grippette. Et aujourd'hui, on voit la situation dans laquelle nous sommes. Et moi, j'ai malheureusement pas des bonnes nouvelles du côté du Gard, puisque hier, sur la seule journée, alors qu'on était plutôt protégés, sur la seule journée d'hier, nous avons eu plus de 10% de décès. Et j'ai des échos sur quelques EHPAD, sur le plus gros EHPAD de France, que je ne vais pas épiloguer dessus ici, mais qui m'inquiète sur l'avenir. Enfin, passons. Donc, l'idée, c'est d'essayer de voir ce qui n'a pas fonctionné et pouvoir ensuite transformer cette mission d'information en une mission de proposition. Il se fait que ça fait plusieurs
mois, voire même 2 ans que je m'étais, par exemple, et Émilie en a parlé, impliqué sur la problématique de la relocalisation de la production des médicaments et arrêter de faire nos principes actifs en Chine et de faire l'assemblage en Inde, avec déjà toute la traduction de rupture d'approvisionnement. Donc là, on voit bien que, a priori, et d'ailleurs Sanofi a déjà entrepris le rapatriement de la production de ses actifs, on va être plus écouté, plus facilement. On voit bien que sur le mot diagnostic, tout n'a pas effectivement, comme ça a été mentionné, fonctionné comme on l'aurait souhaité. On voit aussi aujourd'hui un problème d'absence de cohérence, enfin de très grande pertinence entre le secteur de la santé, le secteur de la recherche, le secteur de l'économique au niveau national, où on aurait peut-être pu souhaiter quelque chose de plus réactif. Bref, on a aussi manifestement oublié depuis des décennies dans ce pays ce que c'était qu'une activité support dans le domaine de la santé, c'est-à-dire des entreprises qui ne sont pas des entreprises qui vous proposent le médicament du futur, mais qui simplement vous proposent les produits nécessaires à la recherche. Et on s'est laissé déshabiller progressivement de toutes ces activités de support. Je crois que chacun d'entre nous qui fréquentons encore le laboratoire savons très bien que quand nous rentrons dans un laboratoire en France, qu'il soit public ou privé, je mets au défi qui que ce soit de trouver un produit, un petit équipement, voire un gros équipement qui soit d'origine française. Donc on a créé comme ça, Émilie a utilisé le mot de souveraineté, on s'est laissé déshabiller et on a perdu beaucoup de notre souveraineté dans quelque chose qui est vraiment de l'ordre du national. S'il faut, à l'instar de lorsque vous voulez faire la guerre, ben, vous avez bien sûr votre production d'armement et vos stocks d'armement et vos hommes qui sont prêts. Eh bien, quand on veut monter une guerre bactériologique, il faut aussi avoir non seulement les canons, mais aussi les obus à mettre dedans. Et il se fait que très clairement, il manque beaucoup de pièces pour mener la guerre à bien et que cette dépendance extérieure nous aboutit à beaucoup de dysfonctionnements. La capacité intellectuelle, humaine et de gros équipements, par exemple, pour le diagnostic sur le territoire national, j'ai aucun souci. Je sais quels sont, par exemple, en Occitanie, quels sont les moyens dont on dispose, mais on voit bien que derrière, la problématique, elle est juste la mise en réseau, comme ça a été souligné par notre collègue de l'IHU, et puis ensuite aussi accès à des outils de fonctionnement. On a parlé des couvillons. Quand je vois que les CHU sont obligés de se les fabriquer et les stériliser par eux-mêmes, on voit bien qu'on a de vrais problèmes, qui a été le problème sur les masques, qui a été le problème sur bien d'autres choses. Donc voilà, on va essayer de tirer des conclusions de tout ça. On va essayer donc de continuer à écouter les acteurs, parce que c'est les acteurs qui nous alimentent et personne d'autre. Il y a aussi un autre thème sur lequel je vais passer en silence, mais comme c'est un thème qui m'est cher, qui est celui de la culture scientifique, on voit bien qu'au-delà, on aura aussi une réflexion à mener, mais ça c'est une réflexion plus long terme, plus intellectuelle, sur la relation entre la science et la société, entre la science et le politique, entre la science et le journalisme. Je pense qu'il y aura probablement des choses à dire par la suite, mais pour l'instant, là, on est en train de parler d'après. Le problème, c'est d'avoir un souhait qu'on passe vite dans l'après, et là, il y a encore du travail. Merci beaucoup pour ce point. Une question pratique, comment vous organisez le travail aujourd'hui? Je suppose que vous êtes tous à distance ou il y a encore des réunions à l'assemblée de votre groupe? Alors en fait, nous sommes représentés. Pour l'instant, nous étions sur un schéma très très limité, puisque nous avions le droit à un très très petit nombre de députés présents au Palais Bourbon. Donc chaque groupe, grosso modo, était représenté par son président de groupe, plus parfois un député. On va aussi nous déconfiner de façon progressive, puisque nous allons passer à un format sur les 577 la semaine prochaine de 100 députés présents à Bourbon. Je rappelle que nous avons été aussi, nous, une sorte de cluster, en particulier dans ma commission, puisque et le ministre Riester, le ministre de la Culture, on avait fini nos travaux sur les auditions pour préparer la loi sur l'audiovisuel, et il y a eu entre guillemets un beau petit carnage au sein de la commission, puisque 20% de la commission a été affectée. Il y en a même encore un de nos collègues qui n'est pas encore totalement sorti d'affaire. Donc on y va progressivement. Donc là, vous avez en fait, c'est un député en chambre, mais en chambre chez lui. Donc on travaille effectivement à la maison. Mais on garde un rythme tout à fait normal, c'est-à-dire qu'on a nos commissions du mardi, nos réunions de groupe. Donc mon agenda n'a absolument pas du tout été modifié par le fait d'être chez moi. Je dirais même peut-être que j'ai peut-être encore plus de travail qu'avant. Donc surtout lié aussi, bien sûr, à cette mission supplémentaire. Et puis, comme je suis resté universitaire, j'ai aussi la problématique
de boucler une année universitaire et par les temps qui courent, c'est pas très très simple, tout en essayant aussi de préparer la suivante. Donc, non, non, ça va bien, ça va bien. On est occupé, vous inquiétez pas. Et je ne sais pas quand c'est que le retour se fera. C'est très compliqué parce qu'on était sur un rythme, et vous le savez, de réforme très important. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur une réforme qui nous concerne là ce matin dans notre discussion, qui est la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, puisque c'était pour moi, à titre personnel, le prochain grand objectif du mois d'avril, finir la loi de bioéthique, et puisque j'avais été co-rapporteur de la loi de bioéthique, et puis se préparer sur cette modification et amplification de nos activités recherche, dont on mesure à l'instant T à quel point il y avait urgence de le faire, et qu'il était quand même vraiment temps, et il est vraiment temps de donner d'autres moyens à la recherche, me semble-t-il. Le modèle IHU, qu'est-ce qui vous inspire? C'est un très beau modèle que j'avais un petit peu suivi puisque je suis, il n'y a pas de secret, je suis aussi un des cofondateurs et vice-président d'Eurobiomed. Donc, nous avions suivi, bien sûr, l'épopée de l'IHU. Moi, j'avais plus suivi l'IHU, la tentative d'IHU Montpellierin. C'est un très beau modèle, un modèle intégré qui est un modèle effectivement très, très, très pertinent. Et on voit aujourd'hui l'avantage que ça procure à Marseille d'avoir effectivement une intégration complète de la recherche la plus fondamentale jusqu'au lit du patient et jusqu'à l'industrialisation en un seul objet qui est cette IHU qui est un. J'en connais les financements aussi un petit peu, donc qui est un bel objet, qui a obtenu beaucoup de moyens, et tant mieux pour Marseille, et tant mieux pour vous, parce que manifestement, ça vous est très très utile. Merci beaucoup.